Bienvenue dans Liens de vengeance, où les secrets de famille et les trahisons sont mis au jour. Si vous appréciez les histoires émouvantes comme celle-ci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Commençons maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Avery, et depuis toujours, la maison n'a pas été un lieu chaleureux. C'était une ombre dans laquelle je me fondais. Si vous avez déjà eu l'impression de crier dans le vide, d'attendre un écho qui ne vient jamais, vous connaissez peut-être cette douleur. Ce n'est ni fort ni dramatique. C'est l'érosion lente de la conscience d'être là. Mais personne d'autre ne semble le remarquer. À l'époque, nous vivions dans une maison de banlieue bien rangée, à la périphérie de Raleigh, en Caroline du Nord. Le genre de maison avec une véranda qui fait le tour de la maison et des voisins qui nous saluaient depuis leur allée. Elle paraissait parfaite de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'atmosphère était lourde d'un favoritisme tacite. J'étais l'enfant du milieu, coincé entre ma sœur aînée, Luna, qui brillait comme un projecteur partout où elle allait, et mon frère cadet, Caleb, qui était irréprochable. Luna était la chouchoute, la pom-pom girl aux notes parfaites et au rire communicatif. Mes parents la choyaient, exposant ses récompenses comme des trophées. Caleb, le petit dernier, bénéficiait d'innombrables secondes chances. Une brique de jus renversée lui valait un câlin, pas un soupir. Quant à moi, je suis passé inaperçu très tôt. Ma mère, toujours épuisée par ses gardes d'infirmière, portait les stigmates d'une enfance où l'amour était rare, à moins de le mériter. Elle consacrait le peu qu'elle avait à Luna, y retrouvant peut-être son propre reflet. Mon père, loin de sa propre éducation stricte, préférait célébrer les victoires évidentes, les dessins brouillons de Caleb épinglés sur le réfrigérateur, plutôt que de remarquer les efforts discrets. À 12 ans, je pensais que l'excellence finirait par attirer leur attention. Je rapportais des bulletins scolaires constellés de A, je nettoyais la cuisine jusqu'à ce qu'elle brille, et je préparais même le dîner les soirs où ma mère rentrait tard, sa blouse froissée et le regard absent. Mais rien n'y fit. Luna a reçu des roses pour avoir intégré l'équipe. Caleb a eu droit à une nouvelle console de jeu pour ses résultats scolaires mitigés. Mes récompenses? Ce même silence vide qui engloutissait tout. Les anniversaires se confondaient, une carte si j'avais de la chance, et j'ai complètement oublié ce qui m'attendait à mes 16 ans. On a mis ça sur le compte d'un emploi du temps surchargé. Mais ce soir-là, j'étais assise seule dans ma chambre, fixant l'écran noir de mon téléphone, le poids de l'invisibilité pesant comme une suffocation. Ce n'était pas de la cruauté avec des cris ou des portes qui claquent. C'était plus subtil, une goutte d'eau constante qui me rongeait jusqu'à ce que je me demande si j'existais vraiment. Je gérais mon linge, prenais le bus pour aller au lycée, gérais mes rendez-vous médicaux sans qu'on me le rappelle. Finalement, l'idée a germé. Et si je disparaissais? La maison serait-elle différente sans moi? L'idée a commencé comme un murmure, mais le jour de mes 18 ans, elle est devenue réalité. Ce matin-là, je suis restée silencieuse. Pas un mot sur la date, pas une allusion à mes projets. Le petit déjeuner s'est déroulé dans le brouhaha habituel. Le dernier drame de Luna, les victoires de Caleb aux jeux vidéo. Le dîner est arrivé, et reparti de la même manière. Pas un mot, pas un regard. Si vous avez déjà gardé le silence sur une vérité juste pour voir si quelqu'un se soucierait suffisamment de poser la question, vous comprenez cette douleur lancinante qui se transforme en sang-froid. Ce soir-là, j'ai rempli un sac de sport avec des vêtements et les économies que je faisais pour mes petits boulots après les cours dans un café du coin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. De quoi payer la caution d'une colocation. Je me suis éclipsée par la porte de derrière sans laisser de mots, l'écran cliquetant doucement derrière moi. Le plus étrange, c'est que mon téléphone est resté éteint. Pas d'appel paniqué cette nuit-là. Pas de message inquiet le lendemain. Au début, je vérifiais toutes les heures, me persuadant qu'il pensait que j'étais sans amis. Mais les jours sont devenus des semaines, et le silence s'est prolongé. Il ne m'a pas brisé comme je l'avais imaginé. Au contraire, il m'a libéré. Si je pouvais disparaître si facilement, peut-être que je n'avais jamais vraiment trouvé ma place. Je me suis fait une promesse silencieuse. S'il ne prenait même pas la peine de me chercher, je ne reviendrais pas. Ces débuts furent difficiles, mais ils étaient miens. J'ai trouvé un petit appartement sans ascenseur au centre-ville de Durham, que je partageais avec Jasper, un gars que je connaissais par le biais d'un ami commun et qui avait besoin d'aide pour payer son loyer. L'immeuble croulait sous le poids des années, plancher de bois grinçant, plafond maculé de légères taches d'humidité, radiateur qui toussait comme un vieux fumeur.
Mais le calme y était différent. Il ne jugeait pas, il n'effaçait pas. Il me laissait respirer. J'ai décroché un boulot dans un petit restaurant sans prétention du coin, à préparer des galettes de pommes de terre pendant le coup de feu du matin et à laver le linge. L'endroit sentait le café et l'huile de friture, les verres étaient collants de sirop, mais c'était un lieu authentique. Personne ne se souciait de mon nom de famille, ni ne me comparait à mes frères et sœurs. On attendait juste de moi que je sois là, que je remplisse les tasses et que le service soit rapide. Pour la première fois, mes efforts avaient une signification concrète. Un salaire, un signe de tête du cuisinier. Ce printemps-là, je me suis inscrite au Durham Technical Community College, en cumulant les aides financières et les pourboires du restaurant pour payer mes cours. L'épuisement m'envahissait, mais sous cette ombre palpitait une détermination tranquille. Je parlais peu de mes origines. Quand mes camarades me posaient la question, je haussais les épaules et disais que nous nous étions perdus de vue. La vérité, que j'avais été oubliée par ceux qui auraient dû me soutenir, était trop douloureuse à affronter. Parfois, j'apercevais des bribes de ce que j'avais manqué. Une mère tressant les cheveux de sa fille à l'arrêt de bus, un père tapant dans la main de son fils pour son bulletin. Un instant, la douleur me piquait, comme une ecchymose. Mais je détournais le regard, me rappelant que leur silence m'avait libéré. Me réveiller pour la première fois dans cet appartement, c'était comme revêtir une nouvelle peau. La lumière du soleil filtrait à travers les stores de travers, dessinant des rayures sur le mur, et je restais là, à écouter le silence. Aucun bruit venant de la cuisine, aucune voix dans le couloir, juste le léger bourdonnement de la ville et le tic-tac régulier du radiateur. Si vous vous êtes déjà réveillé dans un silence qui, loin d'être une punition, évoque la possibilité, vous savez à quel point cet instant peut tout changer. La vieille douleur ne s'est pas réveillée. À sa place, quelque chose de fragile, mais de vivant. Jasper frappa légèrement avant de passer la tête. Il avait l'air négligé, avec un sourire bienveillant qui n'exigeait rien en retour. « Toujours là ?» demanda-t-il en me tendant une tasse de café ébréché. J'acquiesçai en me redressant, et il la déposa sur la table de chevet en disant nonchalamment « Ça te fera du bien ». De petits gestes comme celui-ci commencèrent à combler les vides. Rien d'extraordinaire, juste la preuve que quelqu'un avait remarqué ma présence. Le restaurant devint mon point d'ancrage. Marge, la cuisinière, était une femme robuste, avec un regard perçant et une spatule qu'elle maniait comme un bâton. « Règle numéro 1, dit-elle lors de mon premier service, en retournant des œufs sans regarder. Considérez les habitués comme votre famille. Ils donnent des pourboires sans hésiter. » Ray, le patron, grommelait du fond de la salle à manger à propos du pain grillé sacré et des comptes bien tenus. Mais il payait correctement et ne me surveillait pas. J'ai vite appris à tenir les plateaux en équilibre sans rien renverser, à déchiffrer l'humeur d'un client à la façon dont il remuait son café. Mes baskets étaient trempées d'eau de serpillière à la fin de mon service. Mais le travail était le mien. Aucune attente cachée. Aucun favoritisme. Les nuits se fondaient dans des séances d'études sur un futon chiné. La guitare de Jasper résonnait doucement à travers le mur. Il n'était pas du genre à faire de grandes conversations, mais sa présence était propice à l'étude. Un mot sur le frigo à propos du lait emprunté. Un rire partagé devant du pain grillé brûlé. Les cours à la fac remplissaient mes journées. Des stats dans une salle qui sentait la craie et l'air vicié. Des labos de programmation où les écrans brillaient comme des fenêtres ouvertes sur un autre monde. La fatigue pesait lourd certains soirs, mais chaque devoir rendu me donnait l'impression de m'éloigner un peu plus de l'obscurité. Des amis revenaient discrètement. Sadie, du studio de podcast du campus, avec sa voix chaleureuse et ses câbles emmêlés, m'a appelé un après-midi pour réparer un bug. « Tu me sauves la vie !» s'est-elle exclamée en me tapant dans la main une fois le son rétabli. Fine, dans la salle informatique, bricolant des imprimantes avec du ruban adhésif et son ingéniosité, m'a appris que la plupart des choses tenaient grâce à l'improvisation. « Le monde est fait de rafistolage », disait-il en calant une porte avec des manuels scolaires. « On dit juste que c'est permanent pour se rassurer. » Et puis il y avait Noah, au bureau d'assistance technique de la bibliothèque, sa vieille montre en argent captant la lumière fluorescente. Il réparait les pannes sans porter de jugement, sa voix calme disant « On va régler ça ensemble », comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Nos regards se croisaient parfois par-dessus les rayonnages, et je détournais les yeux la première, incapable de nommer la chaleur qui s'éveillait en moi. Mais le passé persistait par petites touches.
Un père aidant son enfant à choisir des céréales au supermarché, prenant les plus amusantes juste pour voir un sourire. C'était comme une vague douce. J'évitais le regard, gêné par l'envie, mais déterminé à ne pas me laisser aigrir. La gentillesse n'était pas une ressource limitée, je pouvais apprendre à me l'accorder. Quand on me posait des questions sur ma famille, je restais vague. On ne se parle pas vraiment. Cela coupait court aux questions sans susciter la pitié. Un soir, après un double service, Marge m'a glissé une part de tarte supplémentaire, emballée dans du papier aluminium. « Ça compte comme ton fruit quotidien », m'a-t-elle dit en me faisant un clin d'œil. Je l'ai ramenée à la maison comme un secret, la déballant dans la cuisine pour y découvrir le message de Jasper affiché sur le comptoir. « Tu peux le faire. » 3 mots simples, et soudain, les larmes ont brouillé ma vue sur la croûte froide. Si vous avez déjà été bouleversé par une gentillesse inattendue, vous comprenez. C'est comme si le monde vous offrait la preuve que vous n'êtes pas seul après tout. Les mois se sont enchaînés. J'ai intégré l'Université centrale de Caroline du Nord, jonglant entre des petits boulots à la bibliothèque, le rangement des livres et des missions de programmation freelance pour des associations locales. Le travail avait du sens. Concevoir des sites pour les abris, des tableaux de bord pour les collectes de nourriture, même si mon nom n'apparaissait pas au générique. Les soirées avec Jasper étaient devenues une routine paisible. Partager les courses, glisser discrètement nos encas préférés dans le caddie. Je rentrais à pied avec Noah après mes longues journées de travail, sa présence étant un point d'ancrage silencieux. Nos conversations dérivaient des bugs informatiques aux mésaventures au restaurant. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, une inquiétude couvait. 2 ans s'étaient écoulés sans nouvelles de la maison. Pas d'appel pendant les fêtes, pas de message pour prendre des nouvelles. Je me demandais si la maison semblait plus légère sans moi, ou si mon absence n'était qu'un détail insignifiant. Dans le bus, je fixais mon reflet dans la vitre, répétant des mots que je ne prononcerais jamais, des explications, des accusations, des adieux. Le bus cahotait et l'instant s'évanouissait, me laissant avec un sentiment étrange. Je n'attendais plus. Rétrospectivement, ces 2 années furent le lent délitement, fil après fil, de la jeune fille qui avait appris à disparaître. Le silence de la maison n'était pas un cri. Il murmurait des doutes que je finirais par dissiper comme des mouches. Mais dans le calme, tard dans la nuit, à fixer les plafonds tachés d'humidité, bercés par le ronronnement rythmé du radiateur, j'affrontais mes blessures de front. Si vous avez déjà porté le fardeau d'être ignoré, à vous demander pourquoi vous n'étiez pas à la hauteur, vous reconnaîtrez peut-être ce conflit intérieur, cette colère qui se mue en tristesse, puis se fige en résolution. Le favoritisme de ma mère puisait ses racines dans son propre passé. J'ai compris que, dans mon enfance, les compliments étaient rationnés comme du sucre en temps de guerre. Elle les déversait tous sur Luna, espérant réécrire son histoire. Grâce à ce succès, elle laissait des miettes à Caleb et rien pour moi. Mon père, façonné par un foyer où les émotions étaient étouffées, trouvait plus facile d'ignorer les nuances. Luna et Caleb en étaient eux aussi des produits. Luna, baignant dans les projecteurs sans se poser de questions. Caleb, trop jeune pour voir au-delà de sa bulle. Comprendre n'excusait rien, mais cela adoucissait les choses, transformant le blâme en une acceptation silencieuse. L'université a accentué cette introspection. Les partiels étaient des épreuves terribles, et l'épuisement rendait tout absurde. J'ai cartonné en stats, mais j'ai complètement raté un TP à cause d'un plantage informatique. Finn a réussi à le réparer grâce à ses talents de magicien, mais j'avais déjà perdu des heures de travail. Marge célébra la victoire avec une pile de crêpes, déclarant « Tu es une force furtive. Quand ils s'en apercevront, tu auras déjà une longueur d'avance. » Ces mots résonnèrent en moi, me rappelant que le progrès n'avait pas besoin de fanfare. Des nuits sur le futon, l'ordinateur portable ronronnant. Je m'arrêtais parfois pour ressentir le poids de ce que j'avais construit. Des emplois du temps codés par couleur, des pourboires mis de côté pour les frais de scolarité, du code qui résolvait de vrais problèmes. Mais la vieille douleur refaisait surface sans prévenir, une famille riant au parc, les mains entrelacées dans une affection naturelle. Je les observais trop longtemps, puis je détournais le regard, me murmurant que je pouvais créer ma propre chaleur. Les notes de guitare de Jasper, flottant à travers le mur, devinrent une berceuse. Sa petite hache, une bassine, une couverture partagée, autant de rappels que la famille n'était pas une question de sang, mais de choix. La présence de Noah se faisait plus rassurante, sa patience inébranlable. Nous marchions sur les allées du campus,
la neige saupoudrant nos manteaux si l'hiver s'attardait, sa montre tic-tacant comme un battement de cœur. « À quoi penses-tu » demandait-il doucement. Sans insister, juste en offrant mon espace. Je n'étais pas prête à tout raconter, mais son écoute a allégé mon fardeau. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous comprend sans avoir besoin de connaître tous les détails, vous savez combien cette attention discrète peut apaiser. Pourtant, les rêves me hantent. La vieille maison, ma chaise vide à table, des rires qui résonnent sans moi. Je me réveillais les joues humides, les villes bourdonnant autour de moi. Pourquoi ne m'avait-il pas remarqué? Les questions tournaient en rond comme de la fumée. J'ai parcouru les réseaux sociaux de Luna une fois, voyant des photos de famille impeccables, des tenues assorties, des sourires figés dans le temps. Ils semblaient parfaits, comme si j'avais été effacée. Ça m'a blessée, mais j'ai fermé l'application, préférant envoyer un message à propos d'un problème technique avec un podcast ou affine à propos d'un bug tenace. Un soir, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Mon cœur a fait un bond avant que je réalise que c'était un spam. Mais une graine a été semée. Et s'il me contactait? Répondrais-je? Pieds nus sur le sol frais, j'ai contemplé mon espace, les cahiers empilés, le radiateur. Un soupir de lassitude, puis un sourire. Quoi qu'il arrive, je l'affronterai à ma façon. Au fil des saisons, l'appartement devint plus chaleureux. Des courants d'air s'infiltraient, alors nous calions des serviettes sous les portes. Le chauffage se faisait plus bruyant, un compagnon dans la fraîcheur. Des trouvailles de brocante comblaient les vides. Une lampe pour lire, des moufles pour les promenades froides, des dîners simples avec Jasper et parfois Noah, des pattes qui débordaient, des coudes qui se frôlaient, des rires spontanés. Un soir, le pouce de Noah qui essuyait la sauce de ma joue m'a laissé sans voix. Un petit geste qui s'est transformé en quelque chose de plus profond. Pourtant, l'introspection a apporté la clarté. Le silence dans lequel j'avais grandi était une cage qui m'apprenait à me replier sur moi-même. Maintenant, c'était une toile vierge, un esprit vaste et ouvert à remplir. J'ai cessé de répéter des excuses que je ne devais pas. J'ai cessé d'attendre une validation qui ne viendrait peut-être jamais. La guérison s'est insidieusement infiltrée, non pas comme un coup de tonnerre, mais comme une aube douce et progressive. L'appel est arrivé un soir ordinaire, 2 ans après le début de ma nouvelle vie, alors que, penché sur mes notes dans la lueur de la bibliothèque, mon téléphone s'est allumé. Papa. Un instant, tout s'est figé. Le bourdonnement des imprimantes, le froissement des pages. Je suis resté figé, le cœur battant la chamade, puis j'ai laissé mon téléphone sonner. Le répondeur a suivi, froid et distant. Il se demandait comment j'allais. Il ne m'avait pas vu depuis longtemps. Maman s'enquérait aussi de moi. Aucune chaleur, aucune urgence, juste des mots qui résonnaient maladroitement, comme un texte oublié. Assise là, le téléphone lourd dans la main, la vieille angoisse s'est réveillée comme de la poussière au soleil. Pourquoi maintenant? 2 ans de silence, et soudain, voilà. Je n'ai pas répondu, mais la tension est montée. Une brûlure sourde sous ma peau. Il n'avait pas remarqué mon absence. Comment pouvait-il me regretter maintenant? Quelques jours plus tard, un message de Luna. Papa essaie de te joindre. C'est important. Pas de bonjour, pas d'explication, juste une attente. Comme si j'étais encore l'ombre tapie dans l'ombre. J'ai jeté un coup d'œil à son profil. Des photos soigneusement sélectionnées de dîners de famille. Caleb, un sourire complice illuminait le visage de nos parents. Le tableau était complet sans moi. La question se fit plus pressante. Que voulait-il? Les messages s'accumulaient. Des messages vocaux de papa. Des clins d'œil de Luna. Tout tournait en rond sans jamais se poser. Aucun remords. Juste une vague demande de contact. Des hochements de tête curieux jusqu'à ce que j'accepte de les rencontrer. Pas pour eux, mais pour moi. Pendant 1 heure, j'ai envoyé des SMS dans un café de Chapelle-Île. Un terrain neutre. Un lieu suffisamment public pour maintenir une certaine distance. Ce matin-là, j'étais à bout de nerfs. Personne ne nous a remarqués lorsque nous nous sommes croisés dans le hall. « Ça te va ?» a-t-il demandé, sa main posée sur la mienne. « J'ai besoin de réponses, » ai-je dit. Pas de leur culpabilité. Il a serré doucement ma main. « Alors prends ce que tu es venu chercher. » Le café embaumait le café frais et la cannelle, la vapeur s'élevant des tasses.
Papa paraissait plus petit, plus grisonnant, les épaules voûtées comme un poids inavoué. Il m'a aperçu, hésitant avant d'esquisser un sourire forcé. « Avery, tu as bonne mine », a-t-il dit en s'installant dans la banquette. J'ai hoché la tête, les doigts entrelacés, attendant. Il a commandé un café. Il ne s'éclaircit pas la gorge. Ça fait longtemps. Je haussai un sourcil. Il se redressa. On a été surpris de ton départ. On pensait que tu n'avais plus d'amis. Puis le temps a filé. Surpris? Pas inquiet, pas en train de chercher, juste pris au dépourvu. Il divaguait dans la maison, l'air absent. L'agitation de Luna. Caleb qui me manquait à cause d'elle. La nostalgie, comme une colle fragile, mais le cœur du problème manquait. Désolé. Pourquoi maintenant? Demandai-je d'une voix égale. Il marqua une pause, serrant sa tasse. Ta grand-mère est décédée. L'atmosphère est tendue. On essaie de renouer les liens. Voilà. Ce n'était pas moi qu'il voulait, mais l'illusion d'une plénitude pour la suite. Les discussions sur l'héritage, les apparences. La trahison renaissait. Non pas une colère brûlante, mais une lucidité froide. Je suis désolé pour grand-mère, dis-je doucement. Mais je ne suis plus ce qu'il te faut. Il ouvrit la bouche, une protestation se préparant, mais je me levai, ma chaise grinçant sur le sol. Tu n'as même pas vérifié si j'étais en sécurité. Tu ne t'es même pas donné la peine d'appeler. Je suis passé à autre chose. Ces mots résonnèrent tandis que je fermais ma veste, passant devant le barista, et que je respirais l'air vif. Ni rage, ni triomphe, juste une certitude, aussi solide que le sol sous mes pieds. Le lendemain, d'autres messages. Le vague regret de papa. L'accusation de froideur de Luna. Froide. Après des années à réchauffer une famille qui m'avait laissé dans l'ombre, je les relis dans la pénombre de l'appartement, puis je tapai. J'espère que tu vas bien. J'ai construit quelque chose de bien ici. Merci de respecter mon espace. Envoyé. Plus d'explications. Le téléphone se tut et le silence retomba. Un soulagement. Les semaines suivantes, les appels se firent plus rares, puis cessèrent complètement. Au début, ce silence m'inquiétait, comme si je me préparais à un orage qui n'éclata jamais. Mais peu à peu, une paix s'installa. Une paix qui ne demande rien. Mes journées prirent un rythme. Le café du matin, bercé par la musique de Jasper. Les cours à l'université. Coder tard le soir pour des causes qui me tenaient à cœur. Des promenades avec Noah. Sa montre qui scintille sous les réverbères. Des conversations fluides et authentiques. Un soir, sur l'escalier de secours. Les lumières de la ville qui scintillent en contrebas. J'ai enfin osé parler. Je pensais avoir besoin de leurs excuses pour guérir. J'ai dit, d'une voix assurée, comme si les mots justes pouvaient débloquer quelque chose. Noah écoutait, présent sans pression. Mais il ne s'agit plus d'eux. Il s'agit de choisir une vie qui n'attend pas leur approbation. Il a esquissé un sourire. Tu as déjà fait ton choix. Il avait raison. La gentillesse était désormais désintéressée. Les encas de Sade pendant les longues séances. Les solutions rapides de Finn, accompagnées d'un sourire. Noah qui apparaît simplement, sans raison particulière. Pas de dette, pas de représentation. Quand un cousin m'a envoyé un message à l'improviste, j'ai répondu brièvement. Sans aucune pression. Leur emprise s'était relâchée. Je gravitais autour de mon fils. Parfois, je rêvais d'une autre enfance, une enfance avec des anniversaires dont on se souvenait, des questions posées par pure bienveillance. Mais ensuite, mon regard se posait sur la cuisine chaleureuse, dont le niveau de peinture était presque terminé. Un monde façonné par mes mains. Je n'étais pas défini par l'absence. J'ai été forgé malgré tout. Le message de Luna refaisait surface. Réunion de famille, sourires éclatants. Mais la distance me paraissait désormais neutre, comme si je regardais des inconnus passer. Je n'étais pas parti pour leur faire du mal. J'étais parti parce que l'invisibilité n'était pas vivre. Et dans ce choix, j'ai trouvé la plénitude. Non pas dans de grands gestes, mais dans le simple fait de ne plus me replier sur moi-même. Debout près de ma fenêtre ce soir-là, les lumières inondant la pièce comme des étoiles, le chauffage ronronnant doucement, je me sentais complète sans leur écho. Si cette histoire résonne en vous,
Le poids de l'invisibilité, la force de s'éloigner, c'est peut-être parce que nous portons tous en nous des versions similaires. La guérison n'est pas toujours bruyante. Parfois, il s'agit simplement de s'approprier le silence. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que davantage d'histoires comme celle-ci puissent atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.